Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez vivre de votre passion en freelance, que ce soit pour la vidéo ou pour d'autres thématiques. Souvent, on pense que c'est une vie de galère de vivre d'un métier artistique en freelance. On voit beaucoup de gens qui gagnent pas beaucoup d'argent, qui galèrent à trouver leurs clients. Et en fait, cette idée reçue, elle est complètement fausse. On peut très bien vivre d'une activité de freelance, que ce soit en vidéo ou dans d'autres thématiques. Personnellement, je suis passé par là. Je connais aussi plein de gens qui le font et qui gagnent 3, 4, 5, 10 000 euros par mois de leur activité de freelance. Et donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est normal que cette idée reçue persiste et existe, tout simplement parce qu'en fait, on peut trouver un tas de tutoriels et de quoi apprendre à pratiquer son art. Par contre, dès qu'il s'agit de développer l'activité, tout ce qui va être les conseils plus stratégiques, plus business, et bien là, c'est très léger. Il y a très peu de contenu là-dessus, tout simplement parce que les gens qui sont vraiment en train de faire du business, souvent, ils ne sont pas en train de poster du contenu. Et donc souvent, on peut se retrouver face à des vidéos qui sont très superficielles ou face à des business coachs qui font en fait pas vraiment de business au quotidien. L'idée de cette vidéo, c'est que en fait, à la fin, vous repartiez avec une méthode complète, étape par étape, pour développer votre activité et pour en vivre au mieux, et surtout avec des conseils actionnables à chaque étape qui vont vous permettre de passer à la suivante et d'atteindre votre objectif. Il peut y avoir plein d'objectifs différents. Ça peut être d'avoir un flux constant de clients stable et de rester à ce niveau-là et vous d'exercer de votre art et de vivre sereinement avec des clients qui vous payent bien en temps et en heure et de s'arrêter là et finalement d'être heureux avec ça. Ou alors ça peut être d'aller encore plus loin, de développer vraiment une activité, de presque monter une agence dans une démarche un peu plus entrepreneuriale. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Baptiste. Ici, je documente toute mon aventure entrepreneuriale dans la vidéo pour vous montrer comment j'ai fait, pour vous aider à faire pareil. Let's go! Quand on commence à vouloir développer notre activité de freelance, le premier réflexe, ça va être de regarder des contenus, comment trouver des clients, comment prospecter, etc., pour se faire connaître. Mais en fait, la question qu'on devrait se poser au début, c'est est-ce qu'on est vraiment si bon que ça? Parce qu'avant d'aller crier sur tous les toits qu'on est sur le marché, etc., est-ce qu'on est vraiment fier de ce qu'on produit? Si on va rencontrer plein de monde, est-ce qu'on est fier de ce qu'on va leur montrer? Des références, des vidéos qu'on produit, qu'on va leur montrer? Parce que si ce n'est pas le cas, on peut vite se retrouver dans un piège. Ça, c'est une idée qui a été pas mal mise en avant par Alex Hormozy, un entrepreneur américain, qui dit en fait, si vous voulez écrire un livre, vous avez deux choix. Soit vous écrivez un livre en 2 mois et vous passez 20 ans à le marketer, à faire de la pub, à faire savoir à tout le monde qu'il est sur le marché et vous passez toute votre vie à faire ça. En fin de compte, peut-être que votre livre que vous avez écrit en 2 mois, il est un petit peu nul et vous allez passer toute votre vie à faire savoir à tout le monde que vous êtes nul. Donc ça revient à dire, si vous avez un petit portfolio un petit peu maigre et que vous allez rencontrer plein de monde, etc., en fait, ce que vous allez juste faire, c'est mettre de l'énergie pour que tout le monde se rende compte que vous êtes bidon. Et donc, à contrario, l'autre stratégie plus long-termiste, c'est de dire, le livre, on va passer 2 ans à l'écrire. Et par contre, après, une fois qu'il est release, il est tellement bien que le bouche à oreille va faire effet boule de neige. Et puis, à la fin, il va se finir par se marketer tout seul, on n'aura plus rien à faire. Là, c'est un petit peu ça l'équilibre à trouver. C'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, les rêves que vous avez sont suffisamment bonnes pour qu'en fait, le bouche à oreille marche vraiment? Parce que quand on pense au système de recommandation, réfléchissez la dernière fois que vous avez recommandé quelque chose à un ami. Vous avez mis votre parole en jeu. Si vous l'avez fait, c'est que la chose que vous recommandiez était vraiment excellente et que vous vous dites au fond de vous, ok, cette personne va en bénéficier, va en tirer de la valeur et au fond va un petit peu aussi associer cette valeur qu'elle a tirée à ma reco et je vais pouvoir flexer de lui avoir recommandé ce truc aussi bien. Maintenant, si vous recommandez un service qui est pourri ou une personne qui est pourrie, vous vous mettez en porte-à-faux en fait, donc vous n'allez pas le faire. Donc c'est-à-dire que la meilleure manière de se faire recommander, c'est d'être excellent dans ce que vous faites. Et donc une bonne première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en fait on est si bon que ça? Honnêtement, est-ce qu'on est satisfait avec ça? Ou est-ce qu'en fait on est peut-être encore un peu nul et ça vaut le coup de travailler notre art avant d'aller mettre de gros efforts sur le côté marketing. Donc on va parler juste après. Comment on travaille notre art? Là-dessus, en fait, pour faire le parallèle, moi, avec mon histoire et vous expliquer ce que je vous préconise, moi, j'ai fait des études d'ingénieur. J'étais bon scolairement, mais par contre, en vrai, j'étais pas bon, ça m'intéressait pas. Et j'étais assez médiocre en réalité, si on se ment pas.
Et en fait, quand il y a eu le Covid, je me suis mis vraiment full focus vidéo. Comme les cours étaient en visio, qu'il n'y avait pas forcément besoin de les suivre avec autant d'assiduité, pardon. Je me suis mis full vidéo, j'ai enchaîné les projets. Et en fait, en 2 mois, je suis devenu bon en vidéo au point d'avoir des clients et d'exercer en fait en 2 mois. Et donc, ce qui est marrant là derrière, c'est que du coup, en 5 ans d'ingénieur, je suis devenu un ingénieur médiocre. Et en 2 ans de pratique de la vidéo, je suis devenu un bon vidéaste. Donc ça veut dire qu'en fait, il ne faut jamais sous-estimer la puissance de la passion, parce qu'avec la passion, on peut apprendre avec beaucoup plus d'intensité et devenir bien meilleur que si on n'est pas passionné. Donc ce qui se cache derrière, c'est en fait comment on apprend, comment progresser. Moi, le seul conseil que je donnerais, tout ce que je retiens, c'est faites des trucs qui vous amusent. Ça sert à rien en vrai d'essayer d'apprendre un truc théoriquement ou alors de se dire ok, j'ai envie de progresser sur tel type de vidéo, la vidéo de mariage machin, je vais me forcer à en faire si au fond ça vous fait pas forcément kiffer. En tout cas, moi c'est l'approche que j'ai eue et qui a vraiment bien marché. Ça a été en fait de prendre des projets qui me passionnent. Donc une bonne question que vous pouvez vous poser par exemple, c'est ok, dans tous les projets passés que vous avez déjà fait, est-ce qu'il y en a qui vous ont plus passionné que d'autres? Voilà. Et après, comment répliquer? Est-ce que, par exemple, vous adorez les vidéos en mode Daniel Schiffer qui fait des vidéos cuisine, machin? Dans votre entourage, est-ce que vous connaissez des gens peut-être qui ont un restaurant? Vous allez pouvoir leur faire une vidéo dans un cadre un peu stylé et là, vous éclater. Est-ce que si le mariage, pour le coup, ça vous fait kiffer, est-ce que vous avez des amis qui vont se marier? Vous pouvez leur proposer une presta gratos pour vous entraîner. Et surtout, il faut que vous amusiez. Si c'est de la fiction qui vous fait kiffer, réunissez des potes, faites-en. Je dirais que ce serait ça un peu le maître mot. Et au début, c'est pas facile de savoir à l'avance ce qui va être amusant. Donc au début, forcément, ça va être itératif. Il va falloir tester plein de styles pour converger vers un truc qui vous parle le plus. Donc la phase du début, c'est normal qu'elle soit un peu longue en fait. Parce que au début, on ne sait pas. Donc il faut multiplier les expériences. On a l'impression d'aller un peu dans tous les sens et de se disperser. C'est peut-être l'impression que vous allez avoir à ce moment-là. Mais en fin de compte, vous verrez qu'à posteriori, vous pourrez tous ces points-là les relier et en tirer des choses. Voilà, ça ne sert à rien de trop théoriser. Il suffit il vaut mieux y aller, enchaîner et essayer de monter la barre à chaque fois. Donc à chaque fois que vous finissez un projet, le projet d'après, en fait, vous allez être tenté de refaire pareil et de rester dans votre zone de confort là-dessus. Et le problème, c'est que vous ne progresserez pas en faisant ça, notamment en vidéo, mais en fait un petit peu dans tout. Et donc le challenge, c'est de voir le projet d'après et de se dire comment je peux me challenger, comment je peux aller choper des références de vidéos sur YouTube, par exemple, si on est sur de la vidéo de cuisine ou de produits, comment je peux aller regarder un peu les tutos de Daniel Schiffer, je peux aller regarder les tutos de Austin Paul, de X, Y, Z, peu importe, et essayer d'appliquer une petite méthode de plus à la vidéo d'après et une petite méthode, et petit à petit, step up comme ça le niveau de jeu, jusqu'au moment où en fait vous envoyez une vidéo et tout votre entourage est en mode waouh, insane. Et là, ça va être un bon déclic de ok, il est peut-être temps de se faire connaître. Bien sûr, le risque avec ce que je dis, c'est de tomber dans un syndrome de l'imposteur où vous allez devoir multiplier les références avant de vous prendre vous-même au sérieux. Et donc, il y a un arbitrage à faire entre se dire ok, je vais me marketer trop tôt et donc en fait ça va être contre-productif parce que en fait je suis pas encore au niveau, et je suis pas prêt et en fait on peut ne jamais être prêt si on ne dépasse pas le blocage. Moi, comme je vous disais, en 2 mois en charbonnant, c'était pas mal, c'était un bon horizon de temps. Donc 2-3 mois, je pense que c'est un bon horizon de temps si vous faites ça en side, le temps de multiplier des expériences et pour pouvoir après commencer en freelance. Il n'y a pas forcément besoin de faire de la vidéo pendant 5 ans pour se lancer en freelance, ou alors c'est que peut-être que vous en faites pas avec assez d'intensité. Ça peut aussi être ça. En tout cas, le jour où vous arrivez et que vous commencez à avoir des références un peu solides et que vous êtes fier de vous, ça va être le moment de passer à la suite. Le blocage mental ici qui va pouvoir vous ralentir dans le fait de lancer votre activité de freelance, c'est le syndrome de l'imposteur et c'est de vous dire que vous aurez peur de ne pas être légitime à facturer des projets. Et c'est normal parce que ça peut faire peur de dire ok, cette vidéo va coûter 500 euros, alors que nous on raisonne dans un référentiel où 500 euros à titre perso, ça peut être beaucoup. Et donc là, la meilleure manière de débloquer, de surpasser ce blocage-là, au début ça va être de faire des projets gratuits.
pour voir sur le terrain et pour avoir nos premiers clients, entre guillemets, qui nous remercient et comprendre la valeur que ça a eu pour eux, pour après pouvoir se baser sur cette expérience-là et pour aller faire des projets payants où au début, on ne va pas se mettre très cher et on montera au fur et à mesure en même temps que notre expérience et notre confiance en nous va augmenter. Donc la deuxième étape du truc, là, donc, cette première étape, c'était comment on cultive notre passion pour arriver à un stade où on est assez bon pour pouvoir attaquer la vie de freelance. Ensuite, deuxième étape, comment trouver ses premiers projets. Donc, pour trouver ses premiers projets, vous allez voir que sur Internet, il y a 1001 façons. Il y a 1001 stratégies pour faire de l'acquisition client. Le problème de toutes ces stratégies, c'est que souvent, elles sont données sans contexte. Donc, en fait, vous n'allez pas savoir forcément quoi appliquer. Exemple, faites un blog, faites du SEO, référencez votre site. Donc, faites de la publicité, faites une newsletter, faites un podcast, faites des vidéos, faites de la prospection sur Instagram, faites de la prospection téléphonique, X, Y, Z. On est noyé, on ne sait pas ce qu'il faut vraiment faire et c'est la galère. La réalité, c'est que toutes ces stratégies en soi marchent en fait. C'est des stratégies d'acquisition qui marchent toutes. Certaines sont plus adaptées à vous, certaines plus adaptées à d'autres, ça dépend des appétences de chacun. Ceux qui vont être un peu marketeux, qui vont aimer faire de la pub et tout, ils vont pouvoir faire ça. Ceux qui vont aimer prospecter, aimer le côté commercial, ils vont pouvoir faire ça, etc. Dans toutes ces méthodes, dans tout ce que j'ai vu, moi j'en observe quand même une qui est la plus rapide pour arriver à ses fins pour se lancer en freelance. Ça va être au début de prendre en fait tout votre réseau, des gens que vous connaissez déjà, et dans tout ce réseau-là, en fait, il y a des opportunités qui dorment que vous allez pouvoir activer peut-être plus vite que tout le monde. Alors, comment ça va se passer? En fait, au début de votre activité, votre temps ne vaut rien en gros. Enfin, c'est un peu rude dit comme ça, mais concrètement, tant que vous n'avez pas de clients, vos journées n'ont pas encore de valeur en termes commerciaux. Donc, vous pouvez investir beaucoup de votre temps pour acquérir un client au début. C'est possible. Et donc, vous allez pouvoir faire des choses que les gens qui ont une entreprise qui tourne déjà ne peuvent pas faire parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de sortir autant de temps. Exemple, moi, c'est la notion que j'appelle les bold moves. Ça va être des moves audacieux qui vont vous permettre de vous distinguer de la masse et d'attirer l'attention des gens. Vous allez pouvoir prendre des gens dans votre réseau, par exemple. Selon la verticale vers laquelle vous voulez attaquer, ça peut être la vidéo de restauration, ça peut être la vidéo événementielle, ça peut être la vidéo de mariage, ça peut être la publicité, ça peut être plein de choses. Vous allez trouver 5-10 personnes dans votre réseau qui sont dans ce milieu-là. Exemple, vous voulez attaquer sur de la vidéo d'événementiel. Et bien vous allez un peu regarder dans vos connaissances, dans les connaissances de vos connaissances, dans tous vos contacts Instagram, qui pourrait connaître peut-être quelqu'un qui fait de l'événementiel, qui organise des soirées, qui est chef d'entreprise. Et votre but, ça va être d'entrer en contact avec cette personne-là. Donc concrètement, comment vous pouvez faire? Soit vous avez en direct quelqu'un dans votre réseau qui est chef d'entreprise, qui possède un restaurant, qui possède une agence événementielle, et vous allez lui envoyer un message. La posture à ce moment-là, c'est une posture d'humilité, d'apprentissage. Donc le message, en gros, c'est je m'appelle Baptiste, j'ai un projet vidéo, j'ai envie de développer ça dans l'événementiel. Je sais que tu as une boîte dans l'événementiel, je suis ce que tu fais, c'est super cool. Est-ce que tu aurais 15 minutes à m'accorder dans les jours qui viennent pour que je te pose quelques questions sur ton activité pour comprendre un peu comment tu as construit ça? Par exemple, mercredi fin de journée ou jeudi fin de matinée, point d'interrogation. Un message comme ça. L'idée, en fait, ça va être d'établir des points de contact avec des gens qui vont pouvoir vous partager des informations et qui vont peut-être pouvoir vous partager du réseau aussi. Et vous, en contrepartie, vous allez être hyper corvéable et leur proposer des services gratos plus tard. Donc, vous pouvez demander en direct comme ça. Vous pouvez aussi demander à les gens dans votre réseau « Salut, machin, etc. » Petit icebreaker, enfin voilà, faites pas des messages trop de sociopathe. Et je cherche en ce moment quelqu'un dans tel milieu, machin. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un que je pourrais contacter de ta part? Point d'interrogation. Et en fait, rien que dans votre réseau, vous allez avoir soit des gens intéressants pour votre projet, soit des gens qui connaissent des gens intéressants pour votre projet, qui vont pouvoir vous mettre en connexion. Et comme ça, avec cette posture d'humilité, vous allez pouvoir établir des premiers contacts comme ça.
l'idée, ça va être de multiplier les rencontres comme ça. Donc, admettons que vous fassiez, si vous avez du temps, en fait, vous pouvez essayer de faire 5 rencontres par semaine, par exemple, 10 rencontres par semaine, si vous voulez aller plus vite. Et à chaque fois, la posture, du coup, pendant la rencontre, c'est vraiment de poser un max de questions, s'intéresser vraiment à la personne, ce qu'elle a construit. Essayez aussi de voir comment vos services pourraient être utiles, sans être dans une démarche de vente. Enfin, c'est vraiment pas le but d'être dans une démarche de vente, c'est plus de comprendre comment vous pourriez vous rendre utile demain en tant que freelance. Et vous allez pouvoir lister comme ça, prendre des notes à chaque fois pendant les échanges, bien remercier les personnes après, bien surveiller le temps imparti pendant l'échange pour pas que ça déborde, parce que c'est votre responsabilité à vous de faire ça. Et à l'issue de l'échange, vous aurez appris déjà plein de choses, vous aurez aussi créé du lien, surtout si vous avez été bien dans la conversation, que vous savez parler et tout. Et là, ce sera cool parce que vous aurez des portes d'entrée potentiellement et vous pourrez voir en fait, dans toutes ces personnes, il y en a certaines avec qui ça va moins fitter, certaines avec qui ça va bien fitter. Et si vous avez une bonne posture, à la fin de chaque échange, vous pouvez même demander des recommandations. En fait, vous pouvez dire « Super, merci beaucoup. Dans le cadre de ma démarche, est-ce que tu connais une ou deux personnes que je pourrais contacter de ta part ?» Et les gens, si ça s'est bien passé, seront ravis de vous aider. Et il n'y a pas besoin d'avoir peur forcément qu'il y ait des blancs et tout pendant l'échange, parce qu'en fait, si vous posez des questions aux gens sur eux, leur parcours, ils répondront, c'est super agréable. Tout le monde aime bien parler de soi, donc c'est un petit glitch comme ça que je vous file. Ça marche vachement bien, enfin, c'est super cool. En multipliant les contacts, vous allez à un moment donné vous retrouver, surtout si vous avez bien verrouillé votre cible au départ et votre projet, exemple la vidéo événementielle, voilà, vous allez vous retrouver avec des interlocuteurs qui pourraient avoir besoin de vos services. Et là, ça va être le moment rêvé pour faire un petit bold move. Quand vous le sentez, quand il y a une personne où vous dites « eux, j'aimerais bien bosser avec eux », c'est de les appeler, leur dire « bon, écoute, je me lance et tout, je te propose un échange de mon procédé, j'aimerais te faire une vidéo gratuitement pour ton activité, et puis comme ça me permettra d'apprendre, et puis toi, si elle te plaît, tu peux juste la partager et me taguer, ce serait excellent pour moi, est-ce que ça te dit ?» C'est gratos, voilà. Là, si vous avez eu un bon contact et tout le monde acceptera. Enfin, tout le monde acceptera. Et en fait, ce que vous faites en faisant ça, c'est que vous donnez une opportunité de vous faire une ref, et c'est que vous mettez le pied dans la porte pour faire des projets ensuite, en fait. Et donc, moi, je l'ai fait, par exemple, avec des agences vidéo, enfin, avec une agence vidéo, en l'occurrence. Et ben après, dans la foulée, en fait, on a bossé ensemble après. On était sur des petits contrats et tout, ça faisait du business après tous les mois, c'était excellent. Je l'ai fait pour un influenceur à un moment donné. C'était pareil, toute sa visibilité et tout, ça m'a ramené des tonnes de clients derrière. Et en fait, personne ne le fait parce que personne n'y pense et personne aussi investit tant que ça sur la relation. Mais quand vous le faites, vous investissez sur la relation et du coup, vous mettez dans des bonnes prédispositions pour que ça cartonne. Et en fait, juste en faisant ça, vous pouvez déjà gagner bien votre vie parce que il suffit de peu de clients pour bien gagner sa vie en réalité. Si vous avez une agence qui vous appelle 4-5 jours par mois, que vous êtes un TGM à 400 € par exemple, vous gagnez déjà 2000 € par mois juste avec eux. Si vous chopez un autre client ou deux à côté, vous pouvez vite gagner 3-4 000 € par mois. C'est pas du tout inaccessible, c'est même, ça peut aller assez vite en fait. Ça peut aller assez vite. Et moi, je vous dis ça parce que je suis passé par là et j'ai aussi des amis, des confrères, etc. C'est pas des cas isolés, quoi, de gagner 5, 6, 7 000 € par mois en étant freelance dans la vidéo, même plus, même jusqu'à 10 000, ça se fait. Et en fait, quand on gagne ces sommes-là, on est dans de bonnes conditions pour exercer sa passion parce qu'on peut se racheter du matos. Si on est auto-entrepreneur, il n'y a que 20% qui partent à l'URSSAF. Donc en fait, on peut vite gagner sur son compte perso 4-5 000 € à la fin du mois. Donc en fait, mieux gagner sa vie qu'un ingénieur ou que la plupart des gens en fait. Donc c'est excellent. Ok, donc ça c'était pour la partie bold move réseau pour en fait mettre vos pieds dans la porte et choper vos premiers clients. Si vous faites comme ça, donc je résume cette partie-là. Étape 1, clarifiez votre projet. Choisissez une verticale sur laquelle vous voulez aller. Donc en gros, répétez les expériences et dites-vous, ok, je vais attaquer la vidéo événementielle, je vais attaquer la vidéo de mariage, je vais attaquer, peu importe. Étape 2, choisissez dans tout votre réseau, identifiez la cible type de la personne avec qui vous voudriez parler. Regardez s'ils sont déjà dans votre réseau ou
interrogez-vous si les gens que vous connaissez pourraient en connaître. Étape 3, démarchez toutes ces personnes-là ou vos contacts qui pourraient connaître ces personnes-là avec une démarche de, voilà, proposition d'un call de 15 minutes pour poser des questions sur le parcours, être humble, apprendre, etc. Étape 4, vous menez tous les entretiens. Si vous en faites entre 5 et 10 par semaine, vous êtes excellent, ça va aller hyper vite. Si vous en faites moins, c'est pas grave, ça avancera juste moins vite. Et puis, repérez les gens avec qui vous sentez qu'il y a un fit, les gens vers qui vous sentez que vous avez envie d'aller faire un move, un bold move. Étape 5, faites les bold moves. Donc, en gros, offrez gratos une vidéo, une presta, challengez-vous, apportez de la valeur aux gens et un petit peu dans l'idée qu'en échange, ils vous recommandent ou qu'ils vous citent. Le truc que je voulais dire aussi là-dessus, c'est que les bold moves, je sais plus ce que je voulais dire, mais ça me reviendra tout à l'heure. Avec tout ça, du coup, vous allez pouvoir déjà avoir vos premiers clients. Ça prendra un tout petit peu de temps à mettre en route. Par contre, vous allez établir des relations et vous pourrez déjà avoir un premier socle de clients. Certes, il y a une part de hasard, mais en fait, tout ce réseau-là que vous aurez activé, ce que vous pouvez faire, c'est bien les remercier, entretenir le contact, donc leur écrire de temps en temps, leur donner des nouvelles, et puis vous pourrez faire un bold move plus tard avec eux si vous le souhaitez. L'importance de ces moves-là, c'est de ne pas trop se forcer, dans le sens où il faut vraiment avoir envie de le faire. Donc, exemple, si c'est les gens qui vous demandent, c'est pas bon en fait. Quand quelqu'un vous demandera de travailler gratuitement pour eux, pour de la visibilité, c'est toujours une douille. Vous allez vous faire pigeonner. Enfin, moi en tout cas, j'ai toujours vu ça. Par contre, si ça vient de vous, les gens vont être surpris et vont vraiment valoriser ça. Et là, ça deviendra excellent. Il faut que vous ayez vraiment envie. Donc, exemple, vous voulez devenir les boss de la vidéo de voiture. Si vous faites un move comme ça auprès d'une agence Mercedes, vous allez pouvoir vous éclater et faire une rêve de ouf. C'est trop bien. Il ne faut surtout pas hésiter. Donc voilà, résumé pour choper vos premiers clients. Ensuite, next. Donc là, vous allez choper vos premiers clients et il va y avoir le sujet du pricing. Comment vous allez vous pricer, comment vous allez vendre vos services. Parce qu'au début, vous allez être un peu en sueur. Déjà, ce que je vous dirais, c'est que pour commencer votre activité, c'est un no-brainer. Il faut se mettre auto-entrepreneur et demander l'ACRE. Auto-entrepreneur, en gros, c'est le statut le plus optimisé au tout début. Globalement, pour la faire très très simple, en auto-entrepreneur, vous prenez votre chiffre d'affaires, vous enlevez 22% que vous payez à l'URSSAF pour vos cotisations sociales et après le reste, c'est tout sur votre compte perso. Après, il y a juste l'impôt sur le revenu, mais comme vous vous lancez, vous n'allez pas gagner beaucoup de thunes et vous allez presque rien payer en impôt. Et si vous demandez l'ACRE, ces 22% deviennent 11% la première année. Ça veut dire qu'en fait, vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous versez 1 100 à l'URSSAF, il vous reste 8 900 pour vous. C'est excellent. Seul défaut de l'auto-entrepreneur, c'est premièrement, enfin les 3 défauts, on va dire. Premièrement, vous ne faites rien passer en charge. Donc si vous achetez du matos et tout, c'est sur votre argent perso, après avoir payé les cotisations. Deuxièmement, c'est qu'au niveau protection sociale, c'est un peu foireux. Donc c'est bien au début, mais voilà, faut pas forcément le garder 20 ans. Et troisièmement, c'est que vous allez être plafonné à 72 000 euros par an. Donc en gros, ça fait genre 6 000 par mois. Donc ça, c'est pas un problème au début, mais le jour où vous allez, enfin si vous voulez aller plus haut, il faudra passer sur un autre statut, genre une SARL ou une SAS ou une entreprise individuelle, je crois. Bref, peu importe, mais c'est une bonne manière de commencer. Les pricing. Donc comment vous allez vous pricer au début? Concrètement, ce qu'il faut se dire, c'est que le prix en vrai, c'est un peu freestyle. Dans le sens où vous dites ce que vous voulez, ça ne regarde que vous, ça passera pas, il n'y a pas de règle générale et il n'y a pas de... Voilà, c'est pas plus compliqué que ça là-dessus. Souvent, on surcomplexifie le prix, le pricing. En fait, on est trop auto-centré souvent. On se dit, on ne se met pas toujours assez dans les bottes du client ou du prospect et on se dit, ok, je vais lui faire un devis avec 6000 lignes. Là, stabilisateur 37 euros, lumière A 22 euros, caméra machin, il faut faire des sommes de fou furieux et tout. On facture nos trucs à la journée, c'est compliqué. En vrai, un devis idéal, il y a écrit juste le livrable, le prix et c'est super simple. Genre, dans l'idée, il faut que ce soit, enfin, plus c'est simple, mieux c'est. Et alors, comment on va fixer ces fameux prix?
Une bonne manière de pricer les projets au début, c'est de se fixer un TJM cible nous-mêmes. Ça peut être entre 250 et 500 euros quand on débute. C'est une bonne target. On pourra le monter après tranquillement. Et puis d'estimer à la louche le temps de jour que va nous prendre le projet quand on discute avec le client. Et puis après, lui, faire le petit calcul dans notre tête, augmenter un peu, donner l'ordre de grandeur. Moi, je ne conseille pas forcément de dire au client je te facture 3 jours de travail, machin, parce que ça l'invite en fait à essayer de niveler nos prix par le bas, d'essayer de plus on donne de détails sur le contenu du devis, plus on invite le client à négocier les petits termes pour baisser le prix et enlever des trucs. Alors qu'à la fin, nous, on va travailler autant, ça ne marche jamais. Donc, en gros, moi, je conseillerais plutôt de donner une enveloppe au projet, de dire, OK, là, le mec me demande une vidéo pour son resto, ça va me prendre une journée de tournage, ça va me prendre 3 journées de montage, une journée d'aller-retour, on va dire, pour compter large. On est à 5 jours. Allez, je me mets un TJM à 400 balles, ça fait 2000. On va dire un peu plus, histoire d'être large. Ok, bah ton projet, pour moi, c'est un ordre de grandeur cohérent de prix, c'est 2500 euros. Est-ce que tu es aligné avec ça? Si oui, on avance. Et puis voilà, c'est tout. Et en fait, le prix, le truc, c'est que plus vous avez envie de faire le projet, plus vous pouvez le réduire. Il y a pas mal de raisons de prendre un projet. Ça peut être se faire une belle ref, ça peut être se faire kiffer, ça peut être le réseau que ça va permettre d'avoir, les rencontres. Et puis ça peut être juste le prix, se faire de la thune. Donc globalement, plus le projet vous avez d'intérêt à le prendre, plus vous pouvez baisser le prix sans vous en vouloir. L'exemple, ça va être une ref magnifique. C'est une boîte de ouf, vous allez pouvoir la citer devant tous vos clients. C'est un événement où vous allez rencontrer plein de monde et peut-être que vous allez faire de l'acquisition client sur la soirée, que vous allez filmer. Et puis ça vous fait kiffer. Bon bah là, vous pouvez être plus souple. Par contre, si ça coche aucune des cases, c'est bête et méchant, machin, bah là vous pouvez être beaucoup plus rigide et c'est pas grave, vous n'allez pas perdre grand chose. Bref, et au début, l'idée, ça va être de multiplier les projets pour étoffer vos skills et vos refs à balle. Donc ça, c'est voilà, pour le pricing. Et après, en fait, globalement, il suffit d'augmenter un petit peu vos prix de projet en projet, puis de voir comment ça se comporte. Certains diront non, certains oui, mais vous verrez que ça peut faire un électrochoc le jour où vous montez un prix et qu'en fait, il passe et vous dites bah, depuis le début, j'aurais pu faire ça. Donc en fait, depuis le début, souvent on s'auto-sabote sur le prix. On s'auto-censure parce qu'en fait, c'est des montants pour nous qui sont un peu ouf, mais pour une entreprise qui sont dérisoires. Eux, payer 10 000 euros une vidéo, en fait, il y a plein de boîtes qui s'en foutent. Moi, j'ai des devis qui passent à 10 000 euros et c'est pas un sujet, en fait. C'est pas un sujet. Alors que nous, on a envie de dire 1 400 euros parce qu'on se sent peut-être un peu insécure sur le truc. C'est normal, ça vient avec le temps, faut enchaîner et puis ça roule. Voilà, je reste assez rapide sur le pricing parce qu'il y a d'autres vidéos comme ça sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus d'infos. Ensuite, pricing et bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est de ne pas noyer le prospect dans trop d'infos, c'est d'être vachement pro pendant l'échange avec lui, c'est quand vous avez un prospect qui vient vers vous, vous avez globalement 3 infos avec lesquelles vous devez repartir. C'est le brief, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est la deadline, quand est-ce qu'on doit le faire, est-ce que c'est possible, et c'est le budget, donc quel est votre budget, Yvon Veski, et là, vous faites votre calcul et vous dites un ordre de grandeur cohérent, c'est ça. Est-ce que c'est cohérent pour toi? Vous voyez et vous laissez un gros blanc. Le premier qui parle a perdu. Si vous commencez à bafouiller, à vous justifier, vous avez perdu. Et donc là, vous attendez, vous voyez comment ça se manifeste. Et à la fin du call, quand vous avez tout ça, vous pouvez résumer le tout dans une propale un peu plus voilà, claire, où vous allez vraiment mettre l'essentiel, le plus simple possible, genre le nombre de livrables, le budget, les prochaines étapes. En gros, souvent, c'est juste ça. Et mettre s'il y a des petits points de vigilance par rapport à l'échange que vous venez d'avoir. Et en fait, cette propale, le meilleur truc, c'est même pas de l'envoyer, c'est plutôt de la présenter. Donc là, vous allez faire une petite visio ou un petit call avec la personne et vous allez lui montrer en live pour qu'il n'y ait aucune incertitude. Il ne se passera rien d'incroyable dans cet appel, mais en fait, ça va enlever des incertitudes et des peurs à la personne qui va pouvoir vous poser des questions en live, des questions auxquelles vous n'aurez pas pensé. Par exemple, elle va vous dire « Ah, par contre, niveau trésorerie, il nous faut qu'on paye en novembre et pas en octobre, c'est possible pour toi ?» Et bien, en fait, vous, peut-être que vous en foutez, vous allez dire juste « oui ». Et si vous n'aviez pas fait la présentation, la personne ne vous aurait pas posé la question et se serait peut-être bloqué. Et ça aurait peut-être été un deal breaker sur une connerie. Et donc, il y a comme ça des choses à clarifier. Ça, c'est la manière un peu débutant de pricer les projets. On va voir après qu'il y a d'autres manières beaucoup plus puissantes, mais qui vont demander aussi plus de maîtrise. Et donc, on va en parler
juste après. Ensuite, on a nos premiers clients, on arrive à se pricer, on a des premiers projets, on commence à un petit peu gagner notre vie, on commence à être pas mal, mais on s'aperçoit que certains clients nous bouffent toute notre énergie, nous demandent 6000 retours, nous font chier. Et d'autres clients, à l'inverse, sont vachement bien et nous payent même mieux. Et on se rend compte en fait que dans nos projets, eh bien, en fait, il y a peut-être 20% de nos clients qui nous prennent 80% de notre énergie et qui nous ramènent que 20% de notre chiffre d'affaires. Et là, on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une douille là? Comment en fait je fais pour les cuts et pour avoir que des clients excellents? Et donc là, le sujet ensuite, c'est comment gagner vos meilleurs clients. Comment gagner vos clients de rêve. C'est le sujet qui va arriver juste après. On va changer un peu de démarche par rapport à ce qu'on a fait depuis le début. En gros, depuis le début, la posture, c'est une posture un peu d'humilité, de petit rookie qui arrive et qui veut faire ses preuves. À ce stade-là, normalement, on commence à avoir accumulé déjà pas mal de projets, on commence à avoir un portfolio, on commence à s'être fait un peu d'argent aussi, donc être un petit peu plus sécure vis-à-vis de ce qu'on fait et de se sentir un peu moins imposteur que par rapport à ce qu'on fait. Et on commence à identifier un pattern. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que en fait, vos agences événementielles, là que vous avez en client, elles vous font chier. Et que par contre, vous avez un type de client que vous avez eu, les chefs d'entreprise tech, de boîtes de 5 à 50 personnes par exemple, qui eux sont excellents et eux vous régalez avec. Eux, en fait, c'est plus fluide, ils payent mieux et ils font moins chier. Et là, le constat, ça va être de dire, ok, comment ce qui marche pas, je le cut, et comment ce qui marche, j'en fais plus. Parce que finalement, on peut chercher à faire des petites optimisations sur ah tiens, peut-être que si je cadre mieux le projet sur les clients relous, je vais gagner 5% d'efficacité machin. Mais en fait, ce sera toujours moins efficace que juste de cut et du temps libéré, le réallouer sur ce qui marche mieux. Et là, le sujet, c'est comment gagner vos meilleurs clients, comment attirer vos meilleurs clients. À ce stade-là, il va y avoir plusieurs outils qui vont permettre de tendre vers ça. Le premier outil, je dirais que c'est déjà de se poser et de mettre ça sur le papier, de clarifier ça dans votre tête, de dire en fait c'est qui mon client de rêve. C'est normal si ce ne sera pas super clair parce que ça va prendre toujours du temps à se développer et même moi je continue à le faire au fur et à mesure et là je vous partage mon retour d'expérience mais ce n'est pas pour autant que c'est définitif en fait un client de rêve, il évoluera avec vous mais à l'instant T, c'est qui à qui j'ai envie de parler, c'est qui que j'ai envie d'aider. C'est qui que j'ai envie de mettre en avant grâce à de la vidéo, à de la communication. Parce que vendre, c'est aider. Je ne l'ai pas dit, mais ça, c'est une première idée. Vendre, c'est pas refourguer des daubes. Vendre, c'est aider. Si les gens ils vous achètent, c'est qu'il y a une raison en fait. Et ça peut valoir le coup juste de recontacter déjà vos clients et de leur demander pourquoi tu m'avais acheté, qu'est-ce que ça t'a permis de faire, est-ce qu'il y a des axes d'amélioration, prendre du feedback et de les entendre eux vous dire leur feedback, ça va vous mettre de la réassurance sur ce que vous faites, surtout si vous êtes bon. Si vous n'êtes pas bon, peut-être ça fera l'effet inverse, mais du coup ça voudrait dire qu'il faudra aller vous entraîner plus. Mais du coup ça c'est un bon point. Premier levier à activer très, très rapidement, parler à tous ces clients, leur demander du feedback. Et si ça se passe bien, leur demander des recommandations. Donc en fait, là on est sur la fin d'année, moi je prépare l'année prochaine. À qui je devrais parler selon toi moi je suis sur la fin d'année. En fait, moi mon enjeu pour l'an prochain, c'est vraiment d'aller gagner mes meilleurs clients, donc des gens comme toi, qui sont dans des entreprises, 5-50 personnes sur ce secteur-là que j'adore aider. Est-ce que ça résonne avec des gens que tu connais selon toi, à qui je devrais parler pour avoir une conversation comme ça sur ces thèmes-là? Et vos clients, si vous avez une bonne relation avec eux, ils seront ravis de vous donner quelques recos. Et là, vous allez pouvoir établir comme ça établir des nouvelles relations. Ensuite, deuxièmement, donc on a dit clarifier à qui vous voulez parler, demander des recommandations. Troisièmement, vous allez pouvoir clarifier votre image à vous. Donc vous présenter comme moi je fais des vidéos pour les boîtes tech de 5 à 50 personnes, par exemple. Si c'est ça votre client rêvé. Vous allez pouvoir mettre à jour votre portfolio pour que ça transparaisse dedans. Ça, c'est des petites choses, c'est pas indispensable de le faire, mais vous allez pouvoir augmenter un peu votre valeur perçue en travaillant votre image. Par exemple, vous allez pouvoir communiquer aussi là où est votre cible. Si c'est de la boîte, c'est LinkedIn. Si c'est du resto, c'est peut-être Instagram. Et vous allez pouvoir comme ça commencer peut-être à lancer une communication en tâche de fond
pour montrer un peu vos travails, vos success stories clients, vos réalisations, vos convictions sur ce que vous faites, votre marché, vos convictions sur pourquoi une boîte tech, faut la mettre en avant de cette manière et pas de cette manière, de ce que j'ai vu, ce genre de trucs-là, et commencer comme ça à alimenter comme ça tout votre réseau qui va vous garder en tête sur « Ah oui, lui, c'est le mec qui fait les vidéos pour les boîtes tech ». Et en fait, tout ça, c'est les choses que vous mettez en place et qui vont vous permettre d'être identifié comme tel et peu à peu d'attirer de l'entrant. Ça va pas se faire en 3 jours, mais si vous faites ça en side, en parallèle, en fait, sur la longueur, ça fait des leads. Moi, j'ai régulièrement des leads qui arrivent comme ça parce que je communique et que voilà, on me contacte et ça fait des projets, ça fait des clients qui arrivent au final. Et ça mange vraiment pas de pain. Donc ça, c'est le sujet de l'image. C'est le sujet de l'image. Et ensuite, une fois que vous êtes aligné un peu sur votre image, vous allez aussi pouvoir multiplier les rencontres parce que il faut que vous soyez là où est votre cible en gros. Votre cible, c'est les startups tech, 5-50 personnes. Et trouvez tous les événements où ils vont ces gens-là et allez-y. Et rencontrez-les. Rencontrez-les, parlez avec eux, comprenez ce qu'ils font, présentez-vous, prenez des contacts, prenez des LinkedIn, prenez des rendez-vous si vraiment vous êtes déter. C'est la finalité ultime. Et en fait, l'homme qui sort s'en sort. En gros, plus vous rencontrez de gens, plus ça va être excellent. Évidemment, si vous êtes giga introverti, que ça vous fait ultra chier, allez pas aux events, mais engagez sur les réseaux, trouvez une autre manière, mais engagez avec les gens en fait. Engagez avec eux, reposez-leur des questions dans cette nouvelle cible-là, utilisez les méthodes qui marchent le mieux pour vous. Et là, vous allez pouvoir comme ça commencer à lancer votre activité sur cette verticale-là. Moi, je vais vous dire concrètement ce que j'ai fait. J'ai pris rendez-vous en fait avec au début, je prenais rendez-vous avec 3-4 personnes par semaine. C'était pas mal dans la cible que je voulais développer. Comment je faisais? J'allais à des events, je faisais dans mon réseau et je faisais aussi du cold call. Donc ça, c'est encore un autre game. Concrètement, comment ça marche? Vous en repérez sur LinkedIn, vous prenez genre 50 personnes, vous utilisez l'outil Casper, K-A-S-P-R, ça vous sort l'heure 06, ça vous coûtait, il y a 5 forfaits gratuits, après je sais pas, ça vous coûte je sais plus combien par mois. Et puis après vous allez pouvoir appeler les 50 gars. Et puis la démarche là, c'est vraiment, c'est pas de passer pour un commercial ou quoi, c'est en fait d'appeler le gars pour prendre rendez-vous et de lui expliquer allô, du coup bonjour, je vous appelle rapidement là parce que j'aimerais qu'on trouve un temps pour échanger dans les jours qui viennent. Pourquoi? En fait, moi je travaille avec des dirigeants de boîtes tech d'environ 50 personnes sur leur sujet d'image de marque. J'ai vu ce que vous faisiez, je voulais vous proposer une conversation sur ce sujet-là. Et là, donc la personne va dire envoyez-moi un mail, j'ai pas le temps, des trucs comme ça. Et l'idée, tout ça, faut l'entendre comme j'ai besoin de plus de contexte en fait, parce que si vous donnez un bon insight à la personne, elle va pouvoir prendre rendez-vous. Exemple, en fait, nous, ce dont on s'aperçoit, c'est que toutes les boîtes tech ont des produits complexes et donc c'est dur à mettre en valeur. Et donc souvent, l'image, c'est quelque chose qui est négligé parce qu'on pense que ça ne va pas apporter de business. Pourtant, c'est dommage parce qu'en fait, à court terme, ça peut permettre d'avoir des leads, des nouveaux contrats, etc. Là, j'ai improvisé un truc, mais le but, c'est que ce soit lié à tout ce que vous aurez appris sur le terrain, des vrais trucs, et que en fait, la personne, en entendant cette phrase, se dise « Ah, tiens, ça m'intrigue, j'avais jamais vu ça comme ça, j'ai envie de le rencontrer lui, j'ai envie qu'il me dise. » Et là, vous allez pouvoir prendre des rendez-vous comme ça aussi. J'entre pas dans le détail ici, il y a une autre vidéo sur la chaîne qui le fait. Et donc là, vous allez pouvoir prendre des rendez-vous. Super, vous avez des rendez-vous, mais qu'est-ce qui va se passer dans ces rendez-vous? Qu'est-ce qui va se passer d'incroyable? C'est quoi la posture à adopter? Comment ça va se passer? Donc, le contenu des rendez-vous, c'est vraiment un sujet à part entière. Et pour comprendre ça, je pense qu'il faut comprendre qu'en fait, il y a 2 types de ventes. Il y a la vente transactionnelle, la vente vraiment de commodité. Donc, par exemple, vous allez acheter des stylos billes, vous allez acheter de la commodité. Et il y a la vente de valeur. C'est plutôt genre l'accompagnement. C'est plutôt vous allez acheter un résultat un peu quelque part. On va distinguer un petit peu les deux pour clarifier ce qui se passe dans un rendez-vous. Globalement, quand vous vendez des vidéos, il y a 2 manières de vendre le truc.
Soit c'est quelqu'un qui vient vous voir, qui vous fait j'ai besoin d'une vidéo, machin. Vous dites ok, il y aura la vidéo, tant de jours de tournage, un drone, un machin, machin. Et puis la personne regarde le devis, fait ok, est-ce qu'on peut enlever le drone pour enlever ce 300 balles? Est-ce qu'on peut enlever ça, machin, machin? Puis fait ok, bon je prends ton devis, merci, je le compare à 2-3 autres prestataires et après je bosse peut-être avec toi. Et après, il y a, donc ça c'est la vente de commodité, il y a beaucoup de gens qui vendent comme ça, d'ailleurs la plupart, beaucoup de business marchent comme ça et ça n'empêche pas de faire du business et de gagner bien sa vie. Par contre c'est bridé, parce que souvent on se retrouve dans des cycles de vente longs, on se retrouve avec donc c'est-à-dire des gens qui en fait face à nous demandent un devis, puis après montrent à leur chef qui doit décider, et puis machin, et puis ça prend 5 ans, puis ils vont comparer, en fait, ils vont faire un benchmark avec d'autres prestataires, ça va prendre 75 ans, puis ils vont revenir vers nous, ils vont tirer un peu le budget vers le bas, et puis finalement ça va peut-être passer, mais bon, quand on passe en s'étant fait tirer le budget vers le bas, souvent c'est pas là qu'on apporte le plus de valeur, parce qu'on est un peu bridé dans ce qu'on aurait pu faire. C'est la vente de commodité. La deuxième vente, c'est plutôt la vente de valeur. Donc là, en fait, l'idée c'est plus genre, ok, il y a des gros problèmes sur la marque, il y a des problèmes sur l'image de marque. Je parle avec un expert du sujet, il me challenge, il me fait voir les choses d'une manière que j'avais jamais vue sur le sujet. Et je me dis, j'ai tellement confiance en ce gars que, ok, je veux qu'il m'accompagne. Ce gars me dit, mon accompagnement coûte tant par mois, 3 000 par mois, 4 000, 5 000 par mois. On y va ou pas? Oui. Mais en fait, on n'a pas forcément discuté du nombre de vidéos, du machin, du machin. C'est plus, le gars va m'aider sur une problématique plus globale, en fait, que me faire une vidéo. Donc c'est deux types de ventes différentes. Et là, dans la deuxième, en fait, on est plus orienté sur la valeur qu'on va produire pour le client que sur l'exécution. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on va challenger. Quand le client vient nous voir et nous dit « j'ai besoin d'une vidéo pour mon événement », ce qu'on doit entendre derrière, c'est en fait non, il n'a pas besoin d'une vidéo. S'il veut faire une vidéo, c'est sans doute qu'il a un problème qu'il essaie de résoudre et il s'est dit que c'était une vidéo qui allait le résoudre, mais en vrai, nous on connaît mieux que ça que lui. Si on est expert, on connaît mieux que ça que lui, donc il faut plutôt qu'il nous parle de ses problèmes et on lui dira ce qu'il faut vraiment. Exemple, c'est moi qui vais voir mon médecin qui lui dit « Bonjour, en fait, je voudrais de l'aspirine. » Et mon médecin qui me dit Ouais, ok, je vais quand même te diagnostiquer, qui me pose des questions et qu'en fait, il se rend compte que j'ai mal à la tête et puis en fait, si j'ai mal à la tête, bah, peut-être qu'il me faut une aspirine, mais en fait, peut-être que j'ai une tumeur au cerveau et qu'en fait, il me faut un traitement chimiothérapie. Et moi, je me suis auto-diagnostiqué, mais très souvent, je m'auto-diagnostique comme de la merde en fait. Genre, je m'auto-diagnostique, mais mon propre diagnostic est vraiment nul. Dans le sens, genre, je vais aller voir mon garagiste, je vais lui dire, bah ok, là, elle fait ça comme bruit, ma voiture, est-ce que vous pouvez me changer les roues? Et le garagiste qui fait ok. Puis il regarde dans la voiture, en fait, ça n'a rien à voir avec les roues. Genre, il aurait pu me changer mes roues, j'aurais été content. Mon problème serait resté. Alors qu'en fait, là, il va ouvrir le capot, il va regarder, il va dire ok, le problème n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Il va faire des tests et après, il va faire ok, le problème est là, c'est ça qu'il faut faire pour le régler. Et c'est ça un expert, en fait. Un expert, c'est quelqu'un qui diagnostique et qui prescrit la solution au problème en âme et conscience une fois l'avoir vraiment identifié. C'est beaucoup plus dur d'être un expert parce qu'au début, on n'a pas l'expertise, donc il faut commencer à pratiquer pendant quand même beaucoup plus, et donc c'est un niveau de vente plus élevé. Par contre, c'est un niveau de vente dans lequel, en fait, on décorrèle le prix de ce qu'on fait, du coup que ça nous coûte à nous. En fait, on décorrèle de la valeur de notre temps le prix. Genre, la voiture est morte, je l'amène au meilleur garagiste de la Terre. Il arrive, il ouvre le capot, il fait « Ok, ça coûte 1 000 € la réparation, ça vous va ?» Moi, je fais « Bah ouais, ce problème, il est horrible, je l'ai depuis des années, ma voiture, elle va mourir, ça vaut largement 1 000 € la résolution de ce problème. » Il prend un marteau, il fout un coup de marteau, il fait « Voilà, c'est 1 000 €. » Je fais « Quoi, 1 000 € un coup de marteau ?» Et le garagiste qui te fait « Non, le coup de marteau, c'était 1 €. Par contre, savoir où le mettre, c'était 999 €. Et savoir où le mettre, bah, c'est le fruit de mes 20 ans de mécanicien. » Bah voilà. Et en fait, ce problème valait 1 000 €, bah voilà, il l'a résolu facilement, tant mieux pour lui. En tout cas, c'était voilà, un deal où lui a pu décorréler de la valeur de son temps. C'est pas une histoire vraie, mais vous voyez le délire. Et puis tout ça pour dire que ça, du coup, c'est une vente que si on maîtrise ce type de vente-là, en fait, c'est incroyable ce qu'on va pouvoir faire derrière. Moi, c'est des trucs sur lesquels je bosse en ce moment. Je suis pas encore suffisamment bon pour le dire, mais je me fais coacher dessus. Et là, je vous l'évoque juste pour savoir que c'est pas la seule manière de vendre, la manière benchmark, la manière commodité.
même si beaucoup de gens vendent comme ça. Et en fait, souvent, j'ai l'impression que beaucoup de gens sur LinkedIn, etc., donnent des conseils business, etc. Mais souvent, en fait, il y a pas mal de trucs assez bidons, j'ai l'impression. C'est là aussi l'importance quand, je pense, on veut atteindre un certain niveau, de se faire accompagner par des gens qui vont nous permettre de prendre des raccourcis, mais surtout par les bonnes personnes et pas forcément peut-être se faire avoir par des business coachs où il y a plus d'images que de compétences en fait. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, du coup, la croissance de notre activité, elle va marcher un petit peu il va y avoir des plafonds de verre. Donc là, tout ce dont on a parlé au début, c'est comment trouver les premiers clients, enfin voilà, comment travailler sa passion, être solide, trouver ses premiers clients, commencer à tourner, comment fixer un peu ses prix, comment aussi du coup l'idée c'est de monter ses prix un petit peu à chaque fois. On s'aperçoit que finalement si on a une agence qui nous prend à 500 € de TGM sur du cadrage 4-5 jours par semaine, on est déjà à 2500. Si on a un deuxième client qui nous prend un truc à 1000 balles, on est à 3500. Un troisième, on peut vite. Moi, j'ai des potes qui gagnent 6-7 000 € par mois en freelance. Ça s'est assez vite rempli, tu vois. Ça n'a pas pris des années non plus. Moi, pareil, je l'ai fait il y a quelques mois. Je suis arrivé, je pense, en freelance jusqu'à à peu près 8 000, 8-10 000 sur le mois. C'est le max où je suis allé en full freelance, avant de passer du coup plus en mode agence. Et ça se fait bien. Et sauf qu'en fait, à un moment donné, on va se retrouver rempli, emploi du temps rempli. Une partie de notre temps où on va aller à des événements, rencontrer du monde, prendre des rendez-vous comme je le disais. Une autre grosse partie du temps où on va être en production, tournage, montage, aller-retour, machin. Et là, on va atteindre un plafond de verre. Parce que du coup, on ne va pas pouvoir monter nos prix à l'infini si on vend en commodité. Ce plafond de verre, il va y avoir globalement 3 manières de le casser. La première manière de casser le plafond de verre, c'est de dire en fait, je vais continuer à monter mes prix encore et encore. Au bout d'un moment, ça va bloquer. Et on va dire que la seule manière en fait, de pouvoir monter ses prix encore et encore en freelance, c'est d'être de plus en plus reconnu comme un expert et donc d'être hyper street cred. Une bonne manière de le faire, ça va être de créer du contenu, par exemple sur LinkedIn ou d'autres plateformes. Et en fait, quand vous êtes suivi par 50 000 personnes, vous pouvez justifier des prix beaucoup plus chers parce que vous avez de la preuve sociale et que vous êtes moins risqué comme option. Si quelqu'un doit choisir un prestataire et dit j'ai pris lui, il est suivi par 50 000 personnes, il ne va pas se faire virer pour ça. On ne se fait jamais virer de prendre l'option safe. Jamais personne s'est fait virer d'avoir acheté du IBM pour une boîte d'informatique, d'avoir pris du Publicis pour faire de la publicité. Voilà, dans un grand groupe, il y a des enjeux diplomatiques et on se fait pas. C'est le choix safe. Donc, un axe, ça peut être de dire, on va créer plein de contenus en parallèle de notre activité pour, être plus crédible et pouvoir monter nos prix. Et puis après, quand on aura cette audience-là, on pourra peut-être aussi leur vendre des trucs, des e-books, je sais pas quoi, des formations, n'importe. Être plus en mode solopreneur. Donc en fait, donner de la valeur aux gens et puis à la fin leur vendre des trucs. Après, attention à pas tomber dans une bulle où en fait on a un business qui apprend aux gens à faire du business alors qu'on fait plus de business. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Peu importe. Précise un truc que j'ai pas dit. Péter le plafond de verre n'est pas obligatoire en fait. En fait, tout ça n'est qu'une question d'aspiration personnelle. Parce qu'on peut vite aussi se retrouver dans une course à vouloir faire plus. Et en fin de compte, la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Exemple, si vous adorez geeker du montage chez vous, que vous y prenez un malin plaisir, peut-être que vous serez dans une situation full opti. C'est bien d'être clair sur ses objectifs. Si l'objectif c'est de dire, en fait, si je gagne 5 000 € par mois en étant monteur chez moi, que j'ai des projets un peu créatifs et qui me plaisent, je suis au top de ma life, parfait, il n'y a aucun plafond de verre à péter en fait. Vous pouvez toujours faire du contenu pour être plus street cred et monter vos prix et travailler moins ou mieux gagner votre vie en travaillant autant, mais il n'y a pas forcément de sujet de plafond de verre à péter. Par contre, moi je sais que quand j'étais full en prod et tout, je me disais là je suis un peu frustré parce que je sens que je peux plus me développer, je peux plus avancer autant que je voudrais et j'avais une démarche un peu entrepreneuriale. Je voulais créer un truc en fait. Je voulais créer une boîte un peu plus grosse, je voulais avoir des projets créatifs où en fait je suis pas tout seul dessus mais où je peux allouer des ressources pour aller plus vite, faire le projet ou plus fort, des trucs que je pourrais pas faire tout seul. Et donc j'étais frustré dans cette situation-là. Et là je me suis dit ok, let's go péter le plafond de verre. Et donc pour péter le plafond de verre, il faut regarder votre semaine,
regarder les tâches qui vous font croître le plus et dire comment je peux en faire plus. Et donc moi, ma semaine, il y avait une partie prospection, réseau, prendre des rendez-vous. Tous les rendez-vous, c'est là où je m'exerçais sur la vente, où je pouvais progresser de plus en plus sur la vente. Donc ça veut dire faire des meilleurs deals, vendre peut-être plus cher, à plus de deals. Donc c'est ça qui faisait la croissance. Et il y avait toute une partie montage vidéo, tournage, montage, où là, en fait, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui le fasse, en vrai, ça changeait pas grand-chose. Enfin, dans le sens où ça allait pas me faire croître. C'est pas ça. C'est pas là qu'il y avait la croissance, en fait. Ça, fallait le faire. Mais la croissance, elle était plus sur la première partie. Donc je me suis dit, si je veux croître, en fait, je peux réfléchir à comment faire mon montage plus efficacement, comment être meilleur en vente, tout ça. Mais le vrai truc, c'est comment, en fait, tout ça, je le fais plus. Et comme ça, je peux prendre ce qui me fait croître, à savoir la prospection et compagnie, et en faire 2 fois plus, en fait. Et croître 2 fois plus vite. Et donc la question, ça a été de se dire, voilà, maintenant, il faut déléguer. Il faut déléguer la post-prod. Premier réflexe, je me suis dit, mais c'est impossible de déléguer. Parce qu'en fait, moi, j'ai une patte, les clients, ils travaillent pour ça. Si je délègue le truc, je les trahis un petit peu. Puis même, je ne trouverai pas quelqu'un avec qui on va faire des vidéos comme je faisais. Ça va être c'est impossible. Et puis voilà, je me suis dit ça pendant une semaine ou deux. Et après, je me suis dit, c'est cool, mais ça avance pas plus. Du coup, ça m'avance pas plus dans mon histoire. Et je me suis dit, attends, mais je traîne un peu sur YouTube, je vois des vidéos qui sont bien plus stylées que ce que je fais. Ce serait pas un peu arrogant de se dire qu'en fait personne n'est capable de faire ce que je fais et tout, et on se le dit tous en tant que créatif, parce qu'en réalité le vrai sujet, c'est qu'on a peur. On a peur de déléguer le truc, parce qu'on se dit mais attends, mais si c'est mal fait, c'est notre image, on a juste peur en fait, on fait juste les fiottes. Mais en vrai, évidemment qu'il y a des monteurs meilleurs que nous qui sont là, enfin il faut voilà, c'est le vrai. Et donc là, moi, ce que je me suis dit, c'est ok, vas-y, let's go trouver des monteurs meilleurs que moi et déléguer le truc. Et donc pour le faire, du coup, j'ai partagé sur les réseaux et tout, je cherche du monde. Je me suis entretenu avec beaucoup de gens, une dizaine, une douzaine de personnes. Puis j'ai commencé à travailler avec 1, 2, 3 monteurs pour déléguer certains projets. Et là, magie, l'agenda se vide. Je peux mettre la blinde de temps sur de la prospection, sur le truc qui était le plus fort levier de croissance. C'est ça, c'est quoi le plus gros levier pour croître que vous avez, et comment en fait juste vous tirez plus fort dessus, genre. C'est juste ça en fait, il n'y a pas de... Et donc moi c'est ce que j'ai fait, donc je suis passé de quelques rendez-vous par semaine à vraiment 5 par semaine. Là je suis entre 5 et 10 par semaine en ce moment, et là c'est plein gaz en fait, parce que plus vous faites de rendez-vous, plus vous apprenez à vendre plus fort, plus vous progressez en vente en gros, et plus ça génère d'opportunités. Et vraiment, le chiffre d'affaires, il a fait x2, quoi. Enfin, on a commencé à faire des mois à 20 000, 30 000, même plus. Et donc, c'est dinguerie. C'est dinguerie. Et donc, ce que je retiens de ça, c'est qu'il n'y a pas de... En fait, on cherche des hacks, on cherche des méthodes, des glitches et tout, genre, des techniques secrètes et tout. Et en vrai, le seul secret, c'est genre, prendre ce qui marche pour vous. C'est ça qui est dur, c'est qu'au tout début, il n'y a rien qui marche pour vous. Donc la phase de début, c'est la plus dure, je trouve, parce que c'est du tâtonnement en fait. C'est du tâtonnement, de vous tenter des trucs dans tous les sens. Ça peut être un peu déceptif, mais ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que la croissance, en fait, elle n'est pas linéaire. On a tendance à se dire que, ok, là je patine, mais du coup, si je veux atteindre une grosse boîte, ça va prendre, là, vu ce que j'ai avancé en 3 mois, il va me falloir des millénaires pour faire une grosse boîte. En fait, non, c'est exponentiel. Ça veut dire que au début, c'est du patinage artistique, le temps de trouver ce qui marche pour vous, là où vous êtes aligné avec un truc que vous aimez faire aussi, les méthodes d'acquisition qui fonctionnent, tout ça. Mais une fois que c'est identifié, c'est vraiment de l'optimisation bête et méchante de « Ok, comment ce qui marche, comment je dégage du temps dans mon emploi du temps pour en faire encore plus et que ça aille plus vite? Comment je délègue au max le reste pour en faire plus. Et ouais, c'est bête et méchant. Genre quand je prends 8 rendez-vous ou 10 rendez-vous sur une semaine, c'est bête et méchant. C'est-à-dire que je suis allé à un event 2 fois dans la semaine. Ça veut dire que j'ai repris des rendez-vous avec j'ai demandé des recommandations à des clients. J'ai fait du call call comme un gros bourrin. Et j'ai pris 8-10 rendez-vous. Et forcément, sur ces 8-10 opportunités, il y en a une partie qui vont donner des choses. Et si on fait ça toutes les semaines, en fait, ça gagne, quoi. Il n'y a pas de secret, c'est juste farmer le boring work, quoi, et en faire plus.
plus et faire moins de ce qui prend le temps et qui fait pas croître l'affaire. C'est ça le truc. Donc pas de secret là-dessus. Ça peut être un peu décevant, mais à la fois c'est ça. Et je pense que pour avoir la discipline de faire ça, c'est à mon avis impossible de le faire seul. Moi du coup je me fais coacher, je mets plusieurs milliers d'euros par mois dans du coaching et c'est worth it 10 000 parce que genre ça se rentabilise comme ça. Genre, quand tu passes de 5 000 euros en freelance tu vas faire un mois à 20 000, à 30 000, à 40 000, le coaching il s'est déjà amorti d'un coup en fait. Et après, alors c'est pas full marge, hein, parce qu'il y a des trucs que je délègue du coup. Je précise parce que sur internet on peut vite croire que c'est la pampa, mais bref, c'est quand même cool. Et du coup, déléguer, ouais, je disais un truc. Oui, et puis le coaching du coup permet de se faire, c'est pour la vie après en fait, les compétences qu'on acquiert. C'est un investissement assez insane parce que moi, je ne suis pas conseiller en investissement, je ne suis pas agréé par l'AMF, je suis juste là. Mais ce que je constate, c'est que l'argent que j'ai placé sur ces coachings, entre guillemets, il s'est déjà amorti. Et puis après, c'est pour la vie, quoi. Ça va compound toute la vie. Donc c'est assez excellent là-dessus. Ok, en résumé. Pour développer votre activité de freelance dans la vidéo en 2024, la première chose à se dire, c'est que c'est tout à fait possible et que vous pourrez en vivre bien, contrairement à ce qu'on peut entendre de partout. C'est totalement accessible. Gagner 3, 4, 5, 6, 7 000 euros par mois, c'est faisable. Comment ça va se passer? Étape 1, cultivez votre passion, faites-vous des rêves de fou furieux, enchaînez les projets jusqu'à devenir fier de vous et recommandable. Étape 2, questionnez-vous sur qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, à qui vous voulez parler, qui est-ce que vous voulez aider et entrez en contact avec le maximum de personnes possibles qui répondent à ces critères-là. Posture, humilité, posez des questions. Étape 3, vous allez proposer gratuitement vos services à ces personnes-là et en fait, vous verrez que vous allez mettre le pied dans la porte d'opportunités qui deviendront peut-être des clients et qui vous feront votre premier socle de clients. Étape 4, là, vous allez avoir vos clients. Donc, ce que vous devez faire, c'est ouvrir votre auto-entreprise et puis faire vos premières factures. Et bien sûr, comment vous allez vous pricer? Je vous conseille de pricer au projet. Vous mettez un TJM pour commencer, entre 250 et 400 euros par exemple, que vous pourrez augmenter après. Vous faites des prix au projet et puis vous augmentez vos prix petit à petit, d'année en année. Là, normalement, vous pouvez déjà avec tout ça arriver à bien gagner votre vie. À ce moment-là, vous allez arriver à une espèce de plafond de verre et peut-être que vous allez vouloir le casser. Ou peut-être pas. Ça va dépendre de vos aspirations, de votre profil. Vous aurez tout le temps de vous poser la question en temps et en heure. Si vous voulez casser le plafond de verre, vous avez deux voies qui s'offrent à vous. La voie du solopreneur qui va créer du contenu, augmenter sa street cred, partager de la valeur à une audience, augmenter encore ses prix et peut-être vendre des produits digitaux ou de l'accompagnement pour apprendre aux gens à faire comme lui. Attention à ne pas devenir la personne qui a un business pour apprendre aux gens à faire un business alors qu'il ne fait lui-même plus vraiment de business à part apprendre aux gens à faire du business et à devenir une bulle, une espèce de Ponzi. Et l'autre voie que j'ai choisie, partir sur une démarche plus d'agence ou de collectif de freelance où vous allez commencer en fait à déléguer tout ce que vous avez à déléguer plutôt sur la production, mettre plus d'efforts sur le commercial et faire croître comme ça votre activité to the moon. Voilà, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ce que vous pouvez faire, c'est me laisser un commentaire et me dire les thèmes que vous aimeriez voir traités sur cette chaîne pour de prochaines vidéos. Il y a aussi ma newsletter en description à laquelle vous pouvez vous abonner. Vous recevrez des vidéos un peu plus backstage, underground. Pour l'instant, c'est pas très actif, mais il y a des trucs qui devraient arriver. Donc, je vous conseille vivement de le faire si cette vidéo vous a plu. Et la dernière chose, c'est que vous pouvez partager cette vidéo à 2 amis à qui ça pourrait servir, tout simplement. Comme ça, c'est excellent. C'est tout pour moi. C'était Baptiste. À bientôt. Ciao.